Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. On se retrouve pour l'épisode 1101 de One Piece, un épisode réalisé par Mitsumi Wataru qui a fait plaisir, notamment parce qu'il était dans la continuité du précédent avec une animation de taré. Évidemment, on va revenir sur les principales spécificités de cette adaptation, parce que vous le savez, on lit les chapitres du manga, donc c'est déjà une histoire qu'on connaît depuis 1 an et demi pour ceux qui ont lu le manga. Donc on va revenir grosso modo sur comment ça a été adapté par rapport au manga. Exactement, et avant toute chose, on compte sur vous pour exploser le compteur d'abonnements, les amis. On vous le dit souvent, mais surtout, il y a 2 choses très importantes. Il y a le fait que vous soyez abonné pour recevoir toutes les notifs, mais il y a aussi le fait d'activer le fait de recevoir toutes les notifications. On a pas mal de retours nous disant que vous recevez pas les notifications, YouTube, ils ont changé leur façon de faire, etc. Et on le voit sur les vues. Donc apparemment, c'est très important. Voilà, sur clochette, déclencher toutes les notifs. Ça vous aidera à avoir les notifs et nous, à ce que notre travail puisse être vu. Let's go pour la fée clochette. La fée clochette, let's go, exactement. Une fois cela dit, tu parles d'adaptation, c'est très juste parce que vraiment, le ressenti que j'en ai eu, c'est vraiment que ce combat qui s'étale du coup sur quasi 2 épisodes, jouit d'une superbe grâce à l'animé que n'avait pas, je trouve, très personnellement, le manga. Le manga était bien, fan service, on a vu les 2, on s'est dit oh ok, ouais, putain, pas mal, petit combat et tout. Mais tu vois là où on en est maintenant, je veux pas spoiler. Bon, je sais pas que je l'aurais oublié, mais bon, il était un peu plus, bon, il passait comme ça dans l'arc, tu vois. En manga, il était random. Hein. Il y a pas mal de rajouts d'ailleurs, hein, puisque vous avez, comment il s'appelle, Sentomaru qui se fait percer dans l'épisode précédent. Là, normalement, c'est le moment où il doit tomber inconscient, en fait, mais pas du tout. Donc, ils ont rajouté énormément de trucs avec le combat qui s'allonge, qui s'étire même par rapport au manga. Normalement, il y a Luffy qui est étonné, etc. Bon, ça dure un peu. Il fait ses conneries et puis il se barre. Quand Sentomaru lui dit non, c'est bon, t'inquiète, biquette. Et Luffy il prend sa décision et il va dans le, non pas le train à grande vapeur, mais l'espèce de train-tube là, pouh, l'espèce d'attraction qui lui permet de remonter jusqu'au Labo Phase. Donc ça a été pas mal étiré, hein. Les scènes de combat entre Rob Lucci et Luffy sont peu nombreuses dans le manga et sont beaucoup en off aussi, hein, parce qu'on a pas mal de révélations avec Vegapunk, et c'est même le centre normalement, si on prend que les informations, c'est le centre de cet épisode. Vegapunk révèle ce qu'il peut faire et ne peut pas faire avec les fruits du démon. Donc on va y venir maintenant. Il peut du coup créer des Zoan artificiels, il ne peut répliquer à l'identique un fruit que si c'est un Zoan. Donc les Zoan, les transformations en animaux, les trucs comme ça, ou en humains. Hein. Du coup, on a vu son travail, notamment avec le fruit de Momonosuke, qui est une synthétisation du fruit de Kaido, qui a été recopié à l'identique, si ce n'est que le dragon est rose. Il ne peut pas, en revanche, faire quoi que ce soit avec les Logia. Donc si t'es un élément, il peut pas copier ton fruit. En revanche, étonnamment, on a vu qu'il a copié les lasers de Kizaru, reste à déterminer comment. Kizaru qui est la lumière, hein, donc c'est un Logia. Et en revanche, il peut non pas copier un Paramecia, mais synthétiser le pouvoir d'un utilisateur à partir de son sang. Il crée du coup le Green Blood, donc le sang vert, et c'est ce qui alimente les séraphins. Les séraphins sont, ont ce sang vert, et du coup, ils ont dans ce sang quelque chose qui a appartenu à l'ADN en tout cas, d'un utilisateur de fruits du démon, et on le voit très bien, du coup c'est expliqué avec l'exemple de Jinbei, hein, S-Shark, qui est en fait le possesseur du pouvoir de, comment il s'appelle, Sailor Pink, qu'on a vu à Dressrosa, ce qui fait beaucoup pleurer Franky. Ouais, c'est très bien de revenir sur ça, et j'ai même envie de te dire, j'aimerais peut-être qu'on fasse même une autre vidéo théorie, parce que ce que Vegapunk a balancé, ça m'a fait naître une théorie en le regardant, que je n'avais absolument pas, et je me suis dit, oula, ça peut faire une vidéo à part, et donc je vais pas le dire dans cette vidéo, parce que là on va parler d'animation, on va parler de plein de choses, etc. On fera un truc à part, mais vous allez voir, je pense que la vidéo elle peut être intéressante, je t'en parlerai dans cette autre vidéo, et tu me diras ce que t'en penses, mais effectivement, c'est super intéressant de voir à quel point le génie de Vegapunk en fait s'exprime dans cet épisode. Tu as parlé des fruits, je reviens pas dessus. On voit sa technologie, on voit ce qu'il a créé, on voit la rapidité avec laquelle il se déplace. Hein. Tu as parlé de ce tube train là pour se déplacer dans l'île.
il a aucune limite en fait ce perso, et il te laisse presque rêveur sur ce qu'il peut encore entreprendre ou ce qu'il a déjà entrepris qu'on ne connaît pas. Ça c'est bien parce qu'il prend une place vraiment centrale, et tu comprends pourquoi il faut quelque part sauver Papy, hein, comme Sentomaru le demande à Mugiwara après le fight. En gros, à un moment donné, il dit non, c'est pas mon pote, hein. C'est ce qu'il dit à Rob Lucci. Il fait c'est bon, c'est pas mon pote. Et puis à la fin, il dit sauve Papy quand même, vas-y s'il te plaît, sauve Papy, serait bien, avant de s'écrouler. Donc bon, c'est un peu son pote sans être son pote. Oui, disons qu'il a compris que Luffy était déterminé à exécuter cette mission, hein. Donc sur ça, il le suit. Et on a d'ailleurs la réal qui est vraiment incroyable. Le storyboard et la réalisation sur cet épisode, donc Mitsumi, on a vu qu'il y avait alors je sais pas si Young Seto a fait le storyboard également, en plus de quelques animations de fou dont on va parler tout à l'heure, mais toutes les scènes là animées par Hee Ziwei qui concernent Vegapunk et tout ça, pas la réalisation, c'est ouf, mais il y a que des dingueries. Il y a même un moment, alors je sais pas si je vais la voir et que je vais pouvoir vous le passer, mais au pire je vous mettrai une screen. Moi, il y a un plan qui m'a tué en termes de réal. Tu sais, quand à un moment donné t'as le sang qui gicle, et dans la foulée ça fait une transition sur la technique aquatique, on va dire ça comme ça, de S-Shark, avec une technique verdâtre, et c'est, putain, je me suis dit, quel génie, mais qu'est-ce que c'est intelligent d'avoir fait ça. La transition, elle est... Moi, en tout cas, ça marche sur moi, ce genre de truc. Et parce que c'est hyper habile, hein. On est en train de t'expliquer que le sang, justement, c'est ce qui donne les propriétés, enfin les pouvoirs. Donc on te fait la transition entre ce même sang et puis l'utilisation du pouvoir qu'il a acquis du coup de Seigneur Pink. Intelligent, une réelle très intelligente. On va venir à l'animation du coup, parce qu'il y a beaucoup à dire. On va pas revenir sur tous les animateurs, ils sont nombreux. C'est un épisode de fou, c'est magnifique, il n'y a rien à dire, il y a zéro truc à dire, hein. Il n'y a pas un truc où c'est moche, voilà. Alors il y a des trucs qu'on aime ou on aime moins, après dans l'utilisation du pouvoir de Luffy, bon ça, c'est propre au Gear 5 aussi, j'ai envie de dire. Mais alors, pour moi, le climax, encore une fois, et je vais lui dire, je vais le redire, je sais pas s'il est déjà tombé sur une de ses vidéos, mais c'est pour ça qu'il faut le redire. Vincent Chansard, putain de merde. Vincent, si tu nous regardes, je te kiffe, mon gars. Je te kiffe, putain, son animation. C'est excellent. C'est le prime de l'épisode pour moi. Il fait ressortir comme ça la bête. Ouais, la bête. Qui est Rob Lucci, qui, comme ça, tu vois, se meut dans une danse propre au léopard, tu vois, enflammé presque, etc. C'est kiffant. Alors, au risque de peut-être me faire des ennemis, j'étais beaucoup plus presque attentif à ce que Rob Lucci allait faire dans cet épisode, son charisme, sa façon de se mouvoir, de faire des trucs de ouf, que Luffy, parce que Luffy, vous savez, je répète pas, tu l'as dit, voilà mon impétence avec le Gear 5, bon, moi ça cartoon, coin que ça tourne et tout, au bout d'un moment, en fait, bon. J'étais presque en mode, j'ai envie de suivre plus Rob Lucci comme le héros du truc, et Luffy c'est le cassos qu'il faut abattre, que Luffy c'est le héros et il faut faire tomber Rob Lucci. Ah ouais. Tant il me met en transe, Rob Lucci. Mais ouais, mais putain, mais les animateurs ont ce quelque chose d'incroyable qui fait que tu... Mais je suis d'accord. Il donne une âme. Tu sais, alors Luffy, on le connaît, et c'est peut-être parce que le Gear 5, on commence à comprendre comment ça fonctionne, et on a vu beaucoup d'animations cartoon autour de lui, et d'ailleurs elles sont trop bien gérées, hein. Les animateurs dans cet épisode, on a cité Vincent Chansard, mais il y en a d'autres, hein, qui gèrent ce côté cartoon. Mehdi Aoui Chaoui qui a travaillé aussi sur Dragon Ball Super, qui enchaîne, c'est la scène littéralement juste après, et puis après il y a Young Seto, donc on va dire le triangle entre les trois là, c'est le prime pour moi de l'épisode en termes d'animation. Mais je trouve que le côté aussi naturel des mouvements, des personnages, on le voit notamment sur la scène de Yipan, à l'arrivée dans, comment on peut appeler ça, le tunnel. T'as le naturel avec lequel bougent les personnages, le même qu'on retrouve dans l'animation de Vincent Chansard, encore une fois, avec ce truc, c'est un mouvement, ça pourrait être un être vivant qui bouge comme ça, c'est très fluide, et c'est très... il y a une sorte de stylisation peut-être, et d'esthétisation, en tout cas de
du mouvement d'un personnage, un truc qui rend très beau en fait à l'œil, avec en plus une rapidité. Et alors j'ai vu aussi le tweet de Vincent Chansard qui disait j'ai aidé un peu. Arrête mec, il dit j'ai pas eu trop le temps parce que j'étais sur l'autre épisode. Mais t'as fait combien franchement t'as fait combien de dessins pour ce cut? Parce que il est sur un cut, mais t'as fait combien de dessins? C'est incroyable. Il t'a fallu je sais pas combien de temps pour faire pour avoir une fluidité pareille, c'est obligé, c'est pas, tu peux pas faire 4 dessins et animer un truc comme ça, faut en avoir conscience. C'est incroyable. Quand on vous parle d'adaptation, quand on vous disait dans les anciennes reviews d'épisodes que il y a le manga, il y a l'animé et il y a le fait d'adapter ce qu'il y a dans le manga en animé, ce qui est logique. Mais ça, c'est ce qu'on appelle de l'adaptation. C'est prendre un contenu du manga, lui donner une dimension qui est juste propre à l'animé, mais qui est incroyable. Ça, ce qu'on vient de vivre là en combat, ça permet de créer de la passion pour un personnage, de créer de l'engouement pour un personnage. C'est du génie marketing, même au-delà de tout ça. C'est-à-dire qu'en plus du côté hypant, du côté fan service, du côté je suis fan d'animation et d'animé, je me prends une claque, et ben quand t'as ce genre de choses-là, je suis désolé, en termes de marketing, Bandai il peut se frotter les mains parce qu'ils disent t'inquiète Roblucci là, t'inquiète ça va se vendre frère. Je trouve qu'ils l'ont sublimé. Parce que dans le manga, il est vraiment anecdotique, ce Roblucci mode éveillé. Vraiment. Ah ouais. Mais c'est là la différence, elle est dingue. Et ça, c'est le génie d'une bonne adaptation. Donc, j'ai fini cet épisode en mode, putain, mais s'ils adaptent tous les trucs de dingo avec des grades comme ça, mais on n'est pas au bout de nos peines, putain, on va péter un plomb. Donc on verra, est-ce que c'est des moments, tu vois, succincts dont il faut se nourrir en mode « oulala, c'est suffisamment rare pour le souligner » ou est-ce que on va avoir droit à ces moments de superbe de manière répétée dans cet arc et alors là... Mais j'espère parce qu'il y a énormément de talent, tu vois. Nous, notre prime sur cet épisode, en tout cas, tu vois, c'était même pas le vrai prime de l'épisode qui est normalement la scène où t'as Luffy qui met ses lunettes, tu sais, et qui fonce sur Roblucci où il y a une pléiade d'animateurs, c'est une scène aussi impressionnante. Incroyable. Et je vais terminer mes animateurs préférés. J'ai cité Yiping, Vincent Chansard, Mehdi, tout ça. Il y a aussi CD1. CD1 d'ailleurs qui a tweeté sur sa participation à l'épisode et qui a réalisé ces scènes avec Eshork, avec le Jinbei là. Quoi. Enfin je veux dire, c'est trop beau. C'est trop beau. Les effets de fumée aussi quand t'as le CP0 qui saute et tout, qui retombe et tout. Et puis le shark qui nage et tout. Faut vraiment se dire qu'on ressent qu'il nage dans le sol, le gars, quoi. Ça aurait pu être moins bien fait, mais c'est un épisode vraiment parfait esthétiquement. Tant en termes de réalisation, de storyboard que d'animation. Et en termes d'histoire, du coup, on a cette petite avancée avec Vegapunk, comme on l'a signifié. Ah, si on a les séraphins qui commencent à parler. Ça, c'est intéressant. Ouais. Et il y a quelqu'un qui a ordonné à... comment ça s'appelle Bangkok, du coup, d'emmener les autres à la fusée. Donc, on découvrira peut-être... Parce que je pensais qu'on allait le découvrir dans cet épisode, mais non. On va découvrir, du coup, qui c'est qui lui a donné cet ordre. Et chose intéressante aussi, elle conserve la voix de Kotono Mitsuishi, qui fait la voix de Bangkok. À voir du coup pour Mihawk. Ouais. Parce que bon. À voir pour Mihawk. Ça serait bizarre qu'on conserve Kakegawa sur le petit Mihawk, quoi. Ouais, Mihawk qui d'ailleurs, soit dit en passant, avant de terminer cette review, a été animé par Naoto Shishida. J'ai bandé, frère. Ouais. Il nous a fait du Shida. C'est-à-dire que le tout début, je suis d'accord avec toi, la scène où Mihawk il dégomme tout le monde là, magnifique. Après, c'est vrai que c'est du Shida. C'est du Shida, c'est beau. Mais c'était vrai que il est trop fort. Ouais. Sur la rapidité d'exécution aussi de S-Hawk, ça c'était beau. C'est lui d'ailleurs qui a généré l'animation avec ce fameux sang qui gicle et puis après ça finit sur l'attaque de cette transition donc, que j'évoquais tout à l'heure. Quel bel épisode qui se termine en plus avec une réminiscence de notre cher Seigneur Pink, pour ceux qui n'ont pas vu la scène post-générique. J'ai hâte de voir le prochain épisode où il y a vraiment de l'enjeu et on va comprendre l'importance de faire fuir Vegapunk. Dites-nous vraiment dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode. Nous, vous voyez qu'on était... c'était un bon spectacle, vraiment. Ah ouais.
on a profité, c'était du spectacle et on en veut chaque semaine du spectacle comme ça. On est là, nous. Donc, n'hésitez pas. Dites-nous tout ça dans les commentaires. Partagez en masse. Hein. Vous savez que c'est grâce à vos partages qu'on peut toucher de plus en plus de monde et de fans de One Piece. Et Dieu sait qu'il en existe. Donc, on compte sur vous. Et on se dit, du coup, nous, à très vite sur la chaîne 2. Léo et Max, à la prochaine.